l'invité du Grand Journal. Radio J. Steve Nadjar. Bonjour Géraldine Maillet. Bonjour Steve Nadjar. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes réalisatrice, chroniqueuse dans l'émission Touche pas à mon poste sur C8 et romancière. Et nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour un livre publié par HarperCollins intitulé Ma minuscule. Ma minuscule, c'est votre grand-mère, Mamie Téti, frappée par un AVC le dimanche 29 janvier 2023. Après un déjeuner familial. Un AVC comme un coup de tonnerre dans la vie de cette femme dynamique de 92 ans à l'époque, coquette et attentionnée, mais aussi dans votre vie et celle de votre famille. Géraldine Maillet, d'abord, comment va Mamie Téti aujourd'hui ? Elle va. Elle est toujours de ce monde après 1 an et demi de la date de cet AVC. Anniversaire, un sale anniversaire, mais quand même. Donc elle est toujours de ce monde. On va dire qu'il reste une Mamie Téti amoindrie, lyophilisée, un peu ratatinée, qui n'a pas toute sa tête. Mais elle est toujours là pour me voir et pour me reconnaître. Après, pour le reste, c'est un petit peu compliqué. On va dire que c'est une Mamie Téti en pointillé. Le récit est vif, nerveux, les phrases sont sèches, précises, chirurgicales. Tout cela reflète votre agitation fébrile, ce sont vos mots que vous décrivez comme, je cite là aussi, un antidote à la passivité, l'immobilisme, l'inertie de votre grand-mère. Agir, écrire, dans ces moments-là, c'est aussi ce qui vous a aidé à tenir pendant ces longs mois. Oui, en fait, Steve, quand vous avez quelqu'un que vous aimez profondément, qui vous a vu grandir, qui vous a fait grandir, qui vous a éduqué, une femme, comme vous l'avez dit, courageuse, battante, pétillante et tout ça, qui avait à peu près tout pour elle, va vaciller, même si elle a 92 ans, et même si peut-être que c'est dans l'ordre des choses pour ceux qui nous écoutent, ça vous est quand même insupportable. Et vous voulez tout faire pour la sauver. Vous voulez tout faire pour que ce petit bout de femme ne disparaisse pas comme ça. Et vous voulez la sauver, et en même temps, quand vous voulez la sauver, vous vous dites « mais comment je vais la récupérer ? Est-ce qu'elle sera encore digne de mon regard, digne de ce qu'elle était, de ce souvenir-là ?» Et effectivement, j'ai voulu écrire cette histoire, sorte de journal de bord comme ça de ces mois passés ensemble, parce que ça a été une telle déflagration. Enfin voilà, tout le monde est confronté à ça. Il y a 150 000 AVC en France chaque année. Donc on a tous autour de nous un cousin, un oncle, un grand-père, un père, une mère qui a ça, qui vit ça. Et moi, quand j'ai vécu ça, je ne connaissais pas, je connaissais ça par la télévision. Et quand j'ai été confrontée à ça, ça a été tellement violent que voilà, l'écriture est venue m'accompagner et l'accompagner elle dans cette bataille au quotidien. Alors dans ce texte très touchant, je le disais, Géraldine Maillet, vous vous adressez souvent à votre grand-mère, à Mamie Téti, comme pour combler ses silences, ses hésitations, ses échappées qui s'imposent à elle, qui s'imposent à vous aussi sans prévenir. Quelle relation entretenez-vous avec celle qui a toujours été pour vous l'équivalent du personnage génial de grand-mère de Poupette dans La Boum, comme vous dites? C'est tout à fait ça, c'est vraiment ça. J'avais des très belles relations, c'était une confidente, c'était une alliée, elle me comprenait, elle ne me jugeait pas, elle m'a élevée, elle a élevé ma fille, j'ai élevé ma fille, mais disons qu'elle a toujours été là pour ranger mes placards, pour les conseils de cœur. Et quand vous la voyez en fait revenir, on va dire à l'état de pratiquement d'enfant, de nouveau-né, sorte de retour en arrière comme ça, c'est vrai que ça vous est insupportable. Et en même temps, vous voulez absolument ne pas la lâcher, vous voulez lui tenir la main, parce qu'il en reste encore un petit peu de Mamie Téti. Vous parliez tout à l'heure parce que vous avez aussi un devoir vis-à-vis d'elle ? Oui, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure avant d'arriver dans cette émission, je parlais au directeur de la radio, c'était passionnant, il me disait, mais parce que je disais, vous savez, quand moi je vais voir ma grand-mère aujourd'hui à l'EHPAD, je vois des gens qui sont là depuis des années et qui ne reçoivent aucune visite. Mais pas aucune visite, Steve, pendant une semaine, un mois, pendant des années, des gens qui ont été abandonnés. Et en fait, les seules personnes qui s'occupent d'elle, ce sont les soignants, ce sont les aidants, les infirmiers, les aides-soignants, les brancardiers, qui font un travail incroyable et dont je dresse plusieurs portraits dans le livre. Et le directeur de la radio me disait avec beaucoup de justesse, et ça m'a un petit peu perturbée, il m'a dit, mais oui, mais en fait, on récolte ce qu'on a semé comme parents aussi. Et effectivement, je me dis, bah oui, en fait, oui, peut-être, c'est très dur, hein, c'est très violent, mais c'est un constat, c'est-à-dire que elle a été une grand-mère exemplaire. À nous d'être des petits-enfants exemplaires, puisque aujourd'hui elle est plus capable de rien nous donner, bah c'est à nous un petit peu lui donner de la douceur, de l'accompagnement, lui apporter une glace. Voilà, c'est à elle de recevoir aujourd'hui. Absolument, c'est à elle de recevoir tout ce qu'elle nous a donné. Mais j'avais jamais pensé à ça. Et pour autant, je me dis que quand on a été un parent ou un grand-parent ou un oncle, je sais pas, absent, déficient, c'est dur quand même d'abandonner quelqu'un qui est en train de partir ou qui n'a plus rien. On a toujours une dette vis-à-vis de ses parents. Je trouve, oui. Vous décrivez, page 27, comme une spectatrice résignée d'une représentation imposée, petite fille devenue quinca planquée dans des souvenirs de vacances. Vous avez l'impression, à ce moment-là, dans ces premiers moments de crise, que le contrôle des événements vous échappe totalement ?
C'est pour ça aussi que j'ai voulu le figer. Ces 10 premières minutes, quand j'attends les pompiers, quand j'appelle les urgences et qu'elle a l'AVC devant moi, elles m'ont paru 100 ans. Elles m'ont paru une fraction de seconde. J'ai l'impression que toute ma vie a défilé avec elle. Et j'ai l'impression que, en fait, je m'en souviens comme si c'était hier. Pour ne rien vous cacher, par exemple, j'ai revu le pompier qui l'a sauvée, qui a eu les premiers gestes pour elle. Je l'ai revu il y a 3 jours. Je me souvenais de lui, j'aurais pu faire un portrait robot au poil près de barbe. Vous avez pris des photos dans l'ambulance aussi? Absolument, j'ai pris des photos. En fait, j'ai voulu ne rien lâcher, puisque elle était finalement ailleurs. Elle ne voyait rien, elle ne comprenait rien, elle ne se souvenait de rien. D'ailleurs, elle ne sait pas ce qui s'est passé. En fait, moi, je voulais figer ces moments-là aussi comme un témoin, comme un passage de témoin, comme une sorte de mémoire d'album photo. Voilà. Alors, ces premiers moments de crise qui suivent l'AVC, vous les vivez dans cette ambulance avec 3 pompiers qui vont procéder aux premiers gestes d'urgence. Ils vous quittent ensuite après l'arrivée à l'hôpital d'Arcueil. Fin, a priori, de cette relation forte, mais très brève, mais sans doute inoubliable dans la mémoire d'une petite fille comme vous. Mais vous avez eu donc la très bonne idée de donner à ces pompiers et au personnel de soins qui vont vous accompagner pendant ces mois et qui continuent de le faire, une existence littéraire, puisque vous les avez recontactés. Alors, citons leur nom. Romain le pompier, Patricia de l'accueil des urgences, Soraya et Anastasia les neurologues, Youssef le brancardier, Mathieu, Rose, et j'en oublie je crois. Ce livre, c'est aussi pour leur exprimer votre gratitude, que vous l'avez écrit et que vous l'avez écrit comme ça, avec ces pages de portraits. En fait, quand j'ai vu tous ces gens, d'abord, moi, je suis confrontée à un réel où toute la journée, on entend sur les médias que rien ne fonctionne dans notre système de santé, que les gens meurent aux urgences, que les gens sont maltraités en EHPAD. Et force est de constater que j'ai constaté le contraire. J'ai vu le contraire. J'ai vu des gens, certes, qui peut-être manquaient de moyens, mais des gens qui faisaient le taf incroyablement bien, des gens courageux, résilients, passionnés, des gens qui choisissaient la gériatrie, non pas faute de mieux, mais parce que c'était une vocation, parce qu'ils voulaient absolument aider nos aînés et nos anciens. Et comme ils étaient invisibles pour ma grand-mère, j'ai voulu les visibiliser. C'est-à-dire que c'était des gens tellement importants pour moi au quotidien, parce que ce sont des gens qui donnent à manger à ma grand-mère, ce sont des gens qui changent ma grand-mère, ce sont des gens qui douchent ma grand-mère, ce sont des gens qui s'occupent de ma grand-mère au quotidien aussi. Et c'est des gens qui l'ont sauvée aussi par les premiers gestes, par la thrombolyse après l'AVC, par l'IRM, puis après d'aller d'un point à un autre et tout ça. Donc tout cet arsenal médical aussi, j'ai voulu un peu leur donner la parole. Alors vous le disiez tout à l'heure, mais j'y reviens à une question vous taraude, celle que les familles se posent parfois, peut-être souvent dans ce genre de situation extrême, face à la maladie, face aussi à la mort qui rôde. Je vous cite Géraldine Maillet, ils l'ont sauvé et je ne sais pas si ça sera une bonne nouvelle. C'est des moments très très difficiles et c'est des questions qui peuvent se poser réellement. Je pense qu'en fait, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, Steve, bon, vous êtes très jeune, donc voilà, mais pas tant que ça. Ouais, enfin, vous faites très jeune. Alors, en fait, c'est comment on vieillit. On vieillit de plus en plus et on peut s'en réjouir. Avant, on mourait à 60 ans, 70 ans. Aujourd'hui, on vieillit 80, 90 ans, des centenaires, mais on vieillit dans quel état? Et moi, j'ai pas la réponse à ça. Je juge pas. Je dis juste qu'au sein d'une même famille, comme la mienne, les gens n'ont pas le même avis. C'est-à-dire, comment on accepte de voir vieillir les gens qu'on aime? Dans quel état de dépendance? Est-ce que c'est acceptable de voir des gens qui nous ont aimés, qui ont été tout pour nous, des sortes de piliers comme ça, ne plus nous reconnaître? Pour l'instant, ma grand-mère me reconnaît, mais elle reconnaît pas tout le monde. Elle met du temps. Voilà, on va dire que son spectre des possibles se rétrécit de jour en jour comme une peau de chagrin. Alors, évidemment que c'est insupportable. Mais à partir du moment où moi, j'ai vu des gens avec des fils, ne plus reconnaître personne, en état de grabaterie totale, à ce moment-là, est-ce que c'est acceptable? Et on n'a pas tous les mêmes réponses. Et encore une fois, je ne juge pas. Mais c'est vrai que c'est un vrai débat de société. C'est aussi ce que j'ai voulu aborder dans ce livre. C'est les tsunamis dans les familles quand ça vous arrive. Comment on gère tout ça? Comment on vend l'appartement de ma grand-mère? Comment on met en place une tutelle? Voilà. Beaucoup de questions logistiques qui vous tombent dessus. C'est une dessus. Logistique, c'est tout plein de questions administratives. Et voilà. Et est-ce que ma grand-mère, elle avait préparé par exemple sa fin de vie? Elle avait anticipé ça. Quand mon grand-père est mort, elle a dit, moi, je ne veux pas vivre ce que moi j'ai vécu pour organiser la mort de mon grand-père. Donc, en fait, elle avait tout organisé. Mais les gens ne veulent pas organiser. Votre mère vous demande d'enregistrer le numéro de téléphone à contacter. Au cas où. Ouais. Voilà. Donc, en fait, on se pose des questions qu'on n'a pas envie de se poser. Parce que voilà, ça fait peur de vieillir, ça fait peur de vieillir malade. Et je crois que c'est Bernard Pivot qui disait que c'était, voilà, de vieillir, c'est finalement une sorte d'apartheid de l'âge ou de la vie. Parce que, voilà, on est mis de côté et on n'aime pas nos vieux dans nos sociétés occidentales riches.
riche, encore plus en France que dans les pays par exemple, méditerranéens, où les vieux sont au centre des familles. Et voilà. Et en fait, tout ça, c'est tout ça que j'ai voulu aborder dans le livre Ma minuscule. Il y a très vite des questions logistiques, on le disait, qui s'imposent à vous, notamment sur le lieu de soins le plus adéquat médicalement, mais aussi géographiquement pour votre grand-mère. Il y a aussi ces nouveaux rituels qui s'installent. Il y a ces questions lancinantes de Mamie Téti. Quelle heure est-il ? Quelle heure est-il ? Demande-t-elle régulièrement. Des obsessions et des phrases comme des mantras, écrivez-vous. Est-ce qu'on ne l'a jamais vraiment préparé à vivre ce type de preuve ? Non, on n'est jamais préparé. C'est sûr que c'est une déflagration. Que depuis que le livre est sorti, je reçois des dizaines de témoignages de gens qui me disent qu'ils connaissent, ils comprennent, ils sont touchés par ces mots totalement finalement universels. Oui, donc après l'AVC, voilà, diagnostic Alzheimer. L'AVC, on va dire, a précipité un Alzheimer qui aurait dû évoluer de manière beaucoup plus lente. Et oui, ma grand-mère a 3 phrases aujourd'hui. C'est quelle heure il est, mets bien le rideau, donne-moi un sopalin. Quelle heure il est, donne-moi le rideau, mets bien le rideau, donne-moi un sopalin. La seule chose qui est incroyable, c'est qu'elle me voit tous les soirs à la télé. Et en fait, c'est une sorte de moment sorte de mantra pour elle qui la rassure. Elle voit comment je suis habillée. Elle ne sait pas de quoi je parle et tout ça. C'est pas ça le sujet. C'était déjà un peu le cas avant voilà. l'AVC. Et en fait, c'est le seul truc qui est resté. C'est ça et très très peu de choses. Et très bizarrement, comme elle a vécu au Maroc, elle parle quelques mots en arabe alors qu'elle a 3 phrases en français. C'est très bizarre, comme si les choses du passé remontaient à la surface. Et pour ce qui est du temps présent, en fait, il n'y a pratiquement plus rien. Et puis, il y a des moments d'éclaircie sur lesquels on se rue, des moments où l'espoir renaît, où la vie d'avant repointe, certes brièvement, son nez. Je pense notamment à cette scène où votre grand-mère, toujours soignée à l'époque en soins de suite et de réadaptation à l'hôpital des Magnolas, elle vous demande du champagne et du saumon fumé. Chaque jour est un combat et chaque petite victoire est bonne à prendre face à la maladie. Oui, parce qu'en fait, on veut la contenter, on veut tous la contenter, on veut tous la soulager. On a l'impression qu'en lui apportant une petite tranche de saumon, en fait, ça va être... peut-être que ça va la guérir. Alors évidemment, c'est complètement naïf et stupide, mais on y croit. On y croit. On a envie de lui donner du plaisir, du bon temps. Et d'ailleurs, il y a une phrase à un moment donné dans mon livre, j'ai dit, on va pas lui apporter du champagne parce qu'elle n'a pas le droit de boire. Mais en fait, le but, c'est peut-être pas de mourir en bonne santé quand on a 94 ans. Après tout, une coupe de champagne, en quoi ce serait un drame ? Donc en fait, on se l'autorise sans vraiment... Voilà, on veut juste adoucir la fin, puisque elle nous a tellement donné, en fait. Et c'est ça que j'ai voulu aussi montrer dans ce livre. Mais il n'y a pas, Steve, il n'y a pas que des larmes, il y a du rire, parce que tous les soignants que j'ai rencontrés, les kinés, les orthophonistes, les diététiciens, tout ça, ils m'ont dit que c'était parfois dur, parfois ils s'attachent à des patients, mais qu'ils ont besoin de mettre du rire, ils ont besoin de mettre de la dérision, ils ont besoin aussi, ils parlent de la sourire-thérapie, parce qu'en fait, ça leur permet aussi de tenir, mais voilà, il faut rire dans le drame, en fait, c'est toujours ça. Voilà. Alors ce livre, c'est aussi une histoire de femme, Mamie Téti et vous donc, mais aussi votre fille Mathilde, et bien sûr votre mère, votre merveilleuse maman, comme vous nous la présentez joliment. Elle est médecin et malentendante. Quelle place teniez-vous entre Mamie Téti et elle dans ce trio de femmes ? Ouais, c'est un matriarcat. Disons que je dois tout à ma grand-mère et je dois tout à ma mère. Mais j'avais l'impression que dans cette épreuve, parce que quand on a une épreuve comme ça, en fait, ça redistribue les cartes. Ma grand-mère était, là. Elle est devenue l'enfant de nous toutes. Donc moi, je suis la fille de ma mère, mais ma mère étant malentendante, elle a aussi besoin de moi pour communiquer avec les médecins, parce que les masques, parce qu'on comprend pas toujours tout, c'est compliqué. Donc en fait, on est tous... Enfin, moi, j'ai l'impression d'être devenue, en fait, l'adulte, c'est bien prétentieux, mais responsable aussi de ces femmes qui ont tout fait pour moi. Et c'est aussi ça qui se passe quand il y a des AVC dans les familles, c'est qu'en fait, les cartes sont redistribuées. C'est-à-dire que nous autres enfants, on devient responsables, matures, on veut aussi... Moi, j'ai voulu adoucir la peine de ma mère. J'ai voulu adoucir ses responsabilités. J'ai voulu adoucir tout ce qu'elle devait régler. La tutelle, la vente de l'appartement, tout ça. Donc forcément, voilà, ça secoue. En France, une femme sur 4 sera victime d'un AVC au cours de sa vie. Les femmes y sont plus exposées que les hommes. Elles en gardent en moyenne des séquelles plus sévères. Votre mère est également sensible à la question de la gestion politique du vieillissement. Vous en parlez dans le livre, vieillissement de la population en France. Ce sont des dossiers, des enjeux de santé publique qui vous tiennent plus que jamais à cœur et pour lesquels vous pourriez vous engager encore davantage les années à venir. En fait, quand ça vous arrive comme ça, vous avez des certitudes avant que ça vous arrive. Sur les plateaux télé, vous avez des certitudes. Vous lancez des grandes phrases, des grandes formules. C'est comme quand il se passe des drames dans l'actualité. Il faudrait faire ça, on n'a qu'à et tout ça. Et quand ça vous arrive, en fait, c'est tellement plus intime, c'est tellement plus compliqué, c'est tellement plus problématique. Chacun gère ça de manière... Moi, par exemple, le lundi, je peux dire
à quoi ça sert? Et le mardi, je dis, mais enfin, t'es dingue d'avoir dit ça? Mais comment tu oses dire ça? Bien sûr que ça sert. Bien sûr que le sourire de ma grand-mère quand elle me voit arriver, d'où je me permets de penser autrement, en fait. C'est pour ça, ils l'ont sauvée, mais est-ce que c'est une bonne idée? Cette phrase, je l'aime et je la déteste en même temps. Je la trouve juste et je la trouve insupportable. Et je m'en félicite de l'avoir écrit et je m'en veux de l'avoir écrit. Parce on peut vivre avec des questions. Parce qu'en fait, on peut vivre avec des questions, c'est pas oui, non, c'est pas pour, contre, en fait. C'est-à-dire que parfois, oui, je me dis, bien sûr que le destin de ma grand-mère, il est forcément, c'est normal, je suis pas du tout en train de m'apitoyer sur son sort, encore une fois. Mais c'est des questionnements qu'on se pose tous. Et voilà, pour être en promo en ce moment et pour le faire lire le livre, moi, il y a des gens qui m'ont dit, moi, mon père, il a eu un AVC, ça fait 5 ans qu'il est dans un EHPAD, ça nous est insupportable. Ça nous est insupportable de voir un père avec juste des tuyaux, avec des sondes, qui nous reconnaît pas en état de légume. Et pour autant, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous renoncez? Est-ce que vous l'assassinez? Est-ce que vous le tuez? Le problème de l'euthanasie, ce sont des problèmes qui sont tout le temps dans la société, qu'on a du mal à régler et tout ça. Moi, j'ai pas les solutions. Tous les soignants que j'ai rencontrés, il y en a pas un qui m'a donné la même réponse. Ils sont même parfois, ils croient en Dieu, parfois ils croient pas en Dieu. La seule chose que je sais, c'est qu'ils se battent pour tout, pour ma grand-mère ou pour tous les gens, quel que soit leur âge et quelles que soient leurs conditions. Et ça, c'est très important. Dans les pattes de ma grand-mère, il y a des SDF et il y a des gens très fortunés. Tout ça se mélange. Merci beaucoup, Géraldine Maillet, d'avoir été avec nous pour échanger autour de votre livre Ma minuscule, un livre dont la bande-son est marquée par la mélancolie, souvent, de Zao de Sagazan, j'espère que je prononce bien, à Claude François et ses Magnolia Forever, un livre d'amour, donc, de combat et de résilience également pour votre grand-mère que vous aimez. Je vous propose de nous séparer, si vous le permettez, avec une autre chanson, une reprise que j'ai découverte en vous lisant. C'est une interprétation par Scary Pockets et Mario José du titre I Will Survive, dont voici les premiers mots que je rappelle. Au début, j'avais peur, j'étais pétrifié, en pensant sans arrêt que je ne pourrais jamais vivre sans toi près de moi. Je survivrai. Merci Géraldine Maillet. Merci Steve.